Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc encore une fois, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents et présentes, si nombreux et nombreuses, pour ce webinaire de présentation des fiches Promouvoir l'égalité femmes-hommes dans la commande publique. Donc je suis Eris Gimard-Sibillot du Centre Hubertine Auclair. Je suis accompagné aujourd'hui d'Erika Maillot, qui est chargée de mission sur la mission d'accompagnement sur les clauses sociales au GIP Maximilien, Laura Marsal, qui est juriste sur la commande publique et droit public, donc pareil au GIP Maximilien. Et on est accompagné également de Pauline Dehany, qui est formatrice et consultante en achat responsable, qui est experte sur les aspects sociaux de la commande publique et qui nous a grandement accompagnés sur ce projet, qui va mener la présentation. Donc, on va peut-être pouvoir passer, Pauline, à la slide suivante. Euh, Donc aujourd'hui au programme, donc c'est assez court, on a 1 heure devant nous. Donc un petit mot de présentation, un propos introductif pour recerner un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important de promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein de la commande publique? Donc la question des enjeux, la question de l'égalité professionnelle en tant qu'axe de dialogue social pour les entreprises, mais aussi au sein des collectivités de la fonction publique, et voir l'évolution du cadre juridique, donc depuis les années 2000 qui a donné en gros les grandes orientations opérationnelles et les leviers techniques qui permettent justement d'inclure ces considérations au sein des achats, dans la question des achats socialement responsables. Donc pour vous présenter cette publication, on ira un petit peu plus dans le détail. Donc vous verrez que c'est un recueil de bonnes pratiques. On a cherché toujours à les orienter avec un côté méthodologique, des exemples d'application, de mise en pratique et toujours voilà, des illustrations en termes de retour d'expérience. Un petit mot de conclusion et puis on pourra échanger à la fin du webinaire, donc avec un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et à bien couper vos micros, comme ça on n'aura pas de bruit parasite pendant la présentation. Et puis voilà, on pourra échanger à l'oral à la fin de la présentation. Donc pour vous dire un petit mot sur ce projet, donc il s'inscrit dans un temps un peu long puisque ça fait un moment que le Centre Hubertine Auclair et le GIP Maximilien sont en échange et en collaboration sur cette question. Donc on avait trois objectifs: accompagner les acheteurs publics à la prise en compte de l'égalité femmes-hommes au sein des marchés, donner vraiment des leviers et des outils pratiques à partir de retours d'expérience, donc pour voilà, pouvoir dupliquer les bonnes pratiques et également pouvoir donner des exemples concrets d'application et que ça ne soit pas justement des exemples de recherche un peu fondamentale qui soient pas forcément parlants pour les techniciens et techniciennes. Et également donc de faire réseau donc à travers des temps d'échange de pratiques, en travers donc les différents et différentes chargés de mission sur l'égalité dans les collectivités, les responsables de la commande publique, les facilitateurs et facilitatrices des clauses sociales, les acheteurs et acheteuses. Donc voilà. Ces échanges, ils se sont inscrits à travers notamment 3 temps d'échange de pratiques qui ont été menés entre le Centre Hubertine Auclair et le GIP Maximilien. Donc 2 échanges en 2022. Un premier temps qui était vraiment centré sur des questions de voilà de pratiques qu'on avait fait remonter au préalable via un questionnaire. Un deuxième temps du coup en décembre 2022 en association avec Alliance Ville Emploi, donc plus particulièrement sur la question des ouvertures possibles au niveau de la clause d'insertion. Et un dernier temps, pas très loin dans le temps, puisque c'était seulement le 20 avril 2023, avec des retours d'expérience donc de la direction des achats de l'État, de l'Union des groupements d'achats publics et de l'association Social Builders, qui nous ont donné du coup des exemples d'applications très concrets et des retours d'expérience qui ont permis d'appuyer un petit peu les différentes orientations qui seront présentées donc dans les fiches que nous avons réalisées avec Pauline Dehany. Pour vous présenter rapidement les organismes, alors peut-être Erika, je te laisse la parole pour le GIP Maximilien. Oui, merci Iris. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Erika Maillot de la mission d'appui au développement des clauses sociales qui est portée par le GIP Maximilien. Donc, je m'excuse, mais j'ai des soucis avec ma caméra, donc vous ne pouvez pas me voir. Mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Tout d'abord, voilà, rapidement, je suis vraiment ravie de voir autant de participants et puis que l'on ait pu aboutir à ce webinaire, à ces fiches
pratique aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une très très belle avancée sur ce sujet où il y a beaucoup à faire. Et comme disait Eris, voilà, on va dans le concret. Donc, juste pour vous rappeler, donc, le GIP Maximilien, c'est la plateforme dématérialisée des marchés franciliens, donc qui est ouvert bien évidemment aux acheteurs et aux entreprises. Mais le GIP porte également le réseau francilien d'achat responsable avec deux missions. Une mission pour accompagner les acheteurs sur la prise en compte de considérations sociales dans ces marchés, donc la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales, à laquelle je suis rattachée, et une deuxième mission pour accompagner l'acheteur dans la prise en compte de considérations environnementales dans ces marchés, qui est la mission Guichet Vert, qui est animée par Anaëlle Mazin, ma collègue. Et on a également une mission achat public circulaire et environnementaux, la MAPS, pour accompagner les acheteurs, les outiller sur quatre segments d'achat. Donc là, pour prendre en compte les considérations environnementales, notamment dans le cadre de la loi AGEC, dans leur marché public. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le GIF Maximilien, et je vous souhaite un très bon webinaire. Pour représenter rapidement le centre Hubertine Auclair pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc nous on est le centre francilien de ressources sur l'égalité femmes-hommes en Île-de-France. On est composé de 4 pôles d'accompagnement, donc on est une association 1901 qui est née en 2009. On accompagne des syndicats, des associations, des collectivités territoriales et plus globalement tout type d'acteurs et actrices qui œuvrent pour l'égalité femmes-hommes au sein de l'Île-de-France. Donc on va agir donc sur l'accompagnement des collectivités à travers notre réseau territoire francilien pour l'égalité, sur l'éducation non sexiste, l'éducation à l'égalité, donc auprès plutôt des professionnels de l'éducation, donc dans l'accompagnement des associations et des syndicats, et notamment l'accompagnement aussi opérationnel sur le montage de projets, l'encadrement de bénévoles, etc. Et on va également avoir un pôle d'expertise sur les violences et notamment les cyberviolences, l'Observatoire régional des violences faites aux femmes. Donc sur le territoire, le réseau territoire francilien pour l'égalité plus largement, je veux bien qu'on passe la slide suivante. Merci beaucoup. Donc on a 129 collectivités qui sont membres du centre. On propose différents types d'accompagnement, donc un accompagnement individualisé sur le montage de projets, par exemple notamment sur la question des diagnostics, des plans d'action, des rapports, du montage de cellules de signalement et de recueil pour les violences sexistes et sexuelles au travail, donc les obligations légales notamment pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. On propose des sensibilisations et des formations pour les agents, les agentes et les élus, que ce soit en présentiel ou à distance, en inter ou en intra. On peut animer des tables rondes et des événements dans les collectivités membres, mettre à disposition des ressources, donc on produit chaque année des campagnes de communication, on prête gratuitement des expositions, on peut aussi mettre à disposition des fichiers d'exposition pour impression. On envoie des outils gratuitement en Île-de-France et via seulement les frais de port en dehors de l'Île-de-France. Et on anime également donc un réseau, le réseau territoire francilien pour l'égalité, donc à travers des temps d'échange de pratiques, également donc des newsletters, la diffusion de bonnes pratiques de nos membres et des événements comme par exemple des journées spécifiques pour l'Observatoire régional des violences faites aux femmes ou pour le réseau TFE une fois tous les 2 ans. Donc voilà, ces échanges s'inscrivent dans nos partenariats aussi, hein, donc ça peut nous arriver de collaborer avec par exemple les centres de gestion ou là en l'occurrence avec le GIP Maximilien. Et on essaie justement d'être le plus possible en lien avec tout type d'acteurs et d'actrices qui décident de s'emparer des questions d'égalité. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire pour vous saisir de nos ressources. On est là pour vous accompagner si vous souhaitez vous emparer de cette question. Merci Eris et Erika pour ces propos introductifs. Pauline Dehanny, donc je suis consultante et formatrice sur l'achat responsable, experte sur les aspects sociaux. Avant qu'on en vienne au cœur du sujet, à la présentation de ce recueil en tant que tel, il nous semblait important voilà, de dire quelques mots de contexte et de pourquoi aujourd'hui de plus en plus d'acteurs se mobilisent sur le sujet. J'aurai l'occasion de les remercier individuellement tout à l'heure, puisque ce guide aussi était permis grâce à leur contribution. Euh, le,
quelques mots pour débuter. D'abord, revoir un petit peu pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à l'égalité femmes-hommes, même si beaucoup de choses ont été faites. L'enjeu, on le verra, reste toujours d'actualité. Il est en parallèle, effectivement, de mieux en mieux pris en compte par les employeurs, notamment les entreprises qui se positionnent potentiellement sur la commande publique. Et en parallèle, on a un cadre juridique donc, qui permet effectivement l'innovation des acheteurs. Donc l'égalité femmes-hommes, effectivement, pour donner quelques chiffres clés qui sont issus du tableau de bord de l'économie française, donc des chiffres de l'INSEE de 2022. euh, Aujourd'hui, les femmes participent effectivement davantage au marché du travail, mais de manière moindre par rapport aux hommes. On le sait, le revenu salarial en plus reste inférieur de 22% encore en 2019. Et quand bien même on observe que les femmes sont majoritairement plus diplômées, elles ne représentent pour autant qu'une minorité des emplois cadres et de formation, de professions intellectuelles. Si on s'intéresse à la question des familles monoparentales, qui est un phénomène de société, on voit que le nombre de mères à la tête d'une famille monoparentale a augmenté de 24% entre 2006 et 2018, et en leur sein, une famille sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Donc un vrai enjeu qui repose notamment sur ces mères. D'un point de vue économique, sont les territoires les plus riches en fait où se concentrent les plus fortes inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, du fait justement de la surreprésentation des cadres et de la moindre proportion de femmes sur ces professions. Et si on regarde en parallèle les quartiers prioritaires politiques de la ville, cet écart de salaire en fait il est comparable au reste des unités urbaines, mais il reste important puisqu'on a dit il était quand même toujours aujourd'hui de l'ordre de 22%. Et on le sait, en parallèle, les femmes sont aussi les premières victimes de violences conjugales, puisque elles représentent 72% de celles-ci, donc confrontées à des difficultés spécifiques par rapport à ça, qui reste un enjeu pour l'ensemble des politiques publiques et des parties prenantes. Si on fait un focus sur l'emploi, puisqu'on va le voir dans la commande publique, ça va concerner différents sujets sans dévoiler la suite de la présentation, mais on s'intéressera notamment aux salariés qui sont affectés au contrat public. Donc d'où l'intérêt de faire ce focus un peu sur les questions d'emploi des femmes. On l'a dit, les femmes, elles sont plus actives qu'hier, mais elles sont aussi plus au chômage globalement. Elles occupent aussi des emplois de moindre qualité, puisque presque une femme sur trois travaille à temps partiel, dans des secteurs d'activité qui sont globalement moins valorisés et moins porteurs que les secteurs dits très masculins. Et les années Covid ont bien mis en avant ce phénomène-là, qu'un enjeu de rattrapage des inégalités. Et globalement, les femmes ont des trajectoires professionnelles qui sont plus chaotiques et plus descendantes que celles des hommes. Pour autant, une fois qu'on a posé ce constat, les femmes sur le marché du travail, ça reste un groupe assez hétérogène, notamment selon le niveau de diplôme, parce qu'on le sait, le niveau de diplôme apparaît comme un moteur dans les carrières professionnelles. Et elles sont aussi plus impactées selon les configurations familiales et donc les différents phénomènes au cours de leur vie auxquels qu'elles auront à assumer et toute la question de l'articulation du temps de travail-famille qui, on le sait, repose encore aujourd'hui grandement sur les femmes. Ces éléments, ils sont issus d'un rapport public donc, qui date un peu mais qui reste très pertinent. L'accès à l'emploi des femmes, une question de politique qui, je pense, intéressera particulièrement les acteurs, notamment de l'emploi et de l'insertion, les chargés de mission égalité également, sur vraiment ce focus et sur cette manière dont finalement des discriminations indirectes aussi peuvent être reproduites et les paliers qu'on peut y trouver. Donc, je vous invite à poursuivre la lecture pour celles et ceux que ça intéresse. En parallèle de ce constat et de ce phénomène de société, on a pris un certain nombre, le législateur a pris un certain nombre de mesures pour faire de l'égalité professionnelle un axe de dialogue social pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on a un cadre juridique assez important sur le sujet et des acteurs économiques donc, qui sont de plus en plus amenés à considérer ces sujets et à déployer un certain nombre d'actions. La loi prévoit 9 domaines d'action en termes d'égalité professionnelle, donc l'embauche, les conditions de travail, la formation,
la rémunération effective, la promotion professionnelle, toute la question de l'articulation justement entre les temps de vie professionnelle, personnelle et familiale, l'enjeu de la qualification, de la sécurité de la santé au travail et de la classification. Donc, ces entreprises, elles sont notamment chargées de promouvoir la mixité des métiers, effectivement de prendre en compte l'égalité professionnelle dans la négociation des entreprises, de respecter la parité et d'autres interdictions, enfin d'autres exigences, je dirais, qui s'appliquent assez classiquement, l'interdiction de rompre la période d'essai en raison d'un état de grossesse. Et en fait, ce qu'on observe au-delà de la question de la commande publique sur laquelle on va venir, c'est que finalement, tous ces enjeux sur l'égalité femmes-hommes, le cadre législatif est de plus en plus exigeant et les entreprises les intègrent aussi plus largement dans le cadre de leur stratégie RSE, donc de responsabilité sociétale. Ce qui permet aujourd'hui d'en faire un sujet intéressant du point de vue d'un acheteur public qui s'intéresse au progrès social. On sait que les acteurs économiques ont aussi à agir sur ce sujet, donc les deux enjeux peuvent se rencontrer. Et on va le voir, ils peuvent justement se rencontrer ces enjeux parce qu'on a un cadre juridique aussi côté acheteur et commande publique qui permet d'innover et aujourd'hui d'aller sur ce terrain. C'est bien pour ça qu'on a aujourd'hui bon nombre d'acheteurs qui expérimentent le sujet, qui est encore émergent aujourd'hui au sein de l'achat socialement responsable, mais qui a vocation a priori à prendre de l'ampleur. On a d'un côté la loi cadre pour l'égalité donc de 2014 qui invite vraiment l'ensemble des acteurs publics, quels qu'ils soient, à prendre en compte l'égalité femmes-hommes dans la conception et la mise en œuvre de leur politique publique. Donc avec une approche vraiment transversale, quel que soit le sujet de politique publique, et un périmètre large, puisque c'est vraiment tout pouvoir public. En parallèle de ce cadre général sur le sujet vraiment commande publique, donc la question de la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans le cadre de la commande publique a été encouragée dès 2001 par la Commission européenne au début d'une simple communication, voilà, qui nous indiquait qu'effectivement les conditions d'exécution d'un marché pouvait effectivement comporter des obligations de mettre en œuvre des mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à l'occasion de l'exécution de la prestation. Cette logique et cette ambition, elle a été reprise en 2014 dans la directive marché public, donc qui elle est un texte contraignant. Et à nouveau, donc on nous indique que les conditions d'exécution, effectivement, pour promouvoir l'égalité des hommes et des femmes au travail, sont aussi susceptibles de s'intéresser à une plus grande participation des femmes au marché du travail et à la question de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, qui, on l'a vu juste avant, est un sujet d'action pour les entreprises prévu par la loi. Cette directive et cette question de l'égalité, elle a été traduite en droit français à travers le Code de la commande publique en 2017, qui prévoit effectivement la question de la lutte contre les discriminations, qui est un sujet possible donc auquel peuvent s'intéresser les conditions d'exécution d'un marché. Et c'est cette expression en fait de lutte contre les discriminations qui englobe plus largement la question de la promotion de l'égalité femmes-hommes en son sein. Alors pour aller voilà, directement peut-être sur des préoccupations juridiques et concrètes avant d'en arriver au recueil en lui-même, ça intéressera certainement les acheteurs et enfin, les juristes, en tout cas acheteurs et facilitateurs. On en vient rapidement à la question de savoir comment concilier en fait les principes de la commande publique et les principes du Code du travail. Donc je crois qu'il y a vraiment trois idées clés à retenir qui sont assez classiques en marché public, c'est l'absence d'effets discriminatoires, c'est-à-dire que les considérations doivent être réalistes et pondérées par rapport aux exigences. Il ne s'agit pas de discriminer les entreprises en ayant des ambitions trop hautes ou qui représenteraient en tout cas une part trop importante du contrat. Il s'agit d'être réaliste et pondéré et proportionné.
La seconde condition, c'est le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Donc, bien sûr, la politique générale de l'entreprise, elle n'est pas susceptible d'être prise en compte. C'est un principe intangible en matière de commande publique. Donc, les considérations relatives à l'égalité, elles vont porter soit sur le périmètre des salariés affectés au marché ou susceptibles de l'être, ou bien la considération égalité va être directement liée à l'objet même du marché. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et enfin, troisième principe, c'est l'interdiction des discriminations à l'embauche qui sont posées par le Code du travail. Les discriminations, même lorsqu'elles sont dites positives, elles sont illégales. Voilà, même quand le texte de loi ne les a pas prévues. Donc, à cet égard, voilà, c'est une certaine limite à prendre en compte pour l'acheteur. J'en viens donc à la présentation de ce recueil en tant que tel, qui vient d'être mis en ligne sur les sites du GIP Maximilien de Centre Hubertine Auclair et que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans le cadre de ce projet. Donc, je voudrais avant tout voilà, remercier bien sûr l'ensemble des contributeurs qui ont rendu possible la rédaction de ce recueil. Donc, la Direction des achats de l'État, l'UGAP, les villes de Paris, de Lyon, de Bordeaux, les métropoles de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, de Strasbourg et d'Aix-Marseille. Et enfin, le réseau France Urbaine et l'Alliance Ville-Emploi. Donc l'ensemble voilà, de ces acteurs nous ont fait part de leur expérience, ce qui a permis effectivement de produire un guide très pratique et opérationnel. L'objectif, effectivement, c'était de refléter l'état des pratiques des acheteurs sur la promotion de l'égalité pour valoriser des démarches innovantes de manière à inspirer en fait la duplication de ces pratiques pour d'autres acheteurs. Donc le recueil, il se compose de 5 fiches pratiques qui sont structurées toutes de la même manière. On a une première fiche sur la question de l'égalité dans le cadre du sourcing et de la définition du besoin. Donc là, on est vraiment sur l'avant-projet, en fait, comment on va identifier les enjeux d'égalité, développer des scénarios pour voir quels outils seraient pertinents de mobiliser sur le marché suivant l'effet recherché. Et on va pouvoir, à partir de l'expérience des acheteurs, voir que la question de l'égalité peut être intégrée dès le sourcing qui est réalisé auprès des opérateurs économiques de manière à s'assurer du réalisme de ces exigences et à prévenir aussi le secteur économique que l'acheteur est en train de se mobiliser sur la considération de l'égalité femmes-hommes. Donc une première fiche presque préalable, je dirais, puisqu'elle est préalable au sens de l'analyse des marchés. Et on y retrouve aussi certains conseils méthodologiques, parce que on va le voir, mais sur ce sujet-là, effectivement, il y a un fort enjeu de mobilisation du partenariat. Il s'agit de travailler en transversalité et de pouvoir faire réseau entre les différents acteurs pour justement développer cette quelque part nouvelle expertise sur l'identification des enjeux égalité au sein des projets de marché public. La seconde fiche, elle met en avant différentes conditions d'exécution relatives à l'égalité qui sont mobilisées, qu'elles soient, je dirais, incitatives ou plus contraignantes. Elle met en avant aussi cette fiche différents clauses de progrès relatives à l'égalité femmes-hommes, avec des engagements, voilà, des attributaires de manière pluriannuelle sur un plan d'action dans différents sujets qui intéressent directement l'égalité femmes-hommes, toujours bien sûr dans le périmètre d'exécution du marché. On a en parallèle une troisième fiche qui s'intéresse, elle, aux critères d'attribution égalité qui peuvent être mobilisés, alors notamment en lien avec une condition d'exécution telle qu'une clause de progrès, ou bien en raison de l'objet même du marché, dès lors que le marché a par exemple une dimension pédagogique et donc un enjeu de non-reproduction des stéréotypes de genre. Voilà pour cette partie-là. Sur la quatrième fiche, c'est vrai qu'on a souhaité faire un focus vraiment sur la question de la prise en compte de l'égalité dans le cadre de la clause sociale d'insertion, puisque, voilà, comme vous le savez certainement, ce dispositif, il est d'abord né au sein
et en lien directement avec le secteur des marchés de travaux et de bâtiments. Et le réseau des facilitateurs se vraiment saisit quand même depuis plusieurs années sur la question et tout l'enjeu de la diversification des marchés dans le conseil qu'il peut apporter avec l'acheteur. Donc cette fiche, elle met en avant justement cette moment clé que constitue l'analyse de la revue de contrat de l'acheteur à faire en lien avec le facilitateur pour aller chercher justement des nouveaux segments d'achat qui vont concerner donc des secteurs peut-être moins traditionnellement aussi masculins que celui du bâtiment et des travaux publics et donc permettre in fine de mobiliser des publics féminins. Elle met en avant aussi tout ce qui peut être fait en parallèle du marché. Dans la mobilisation de l'écosystème des acteurs de l'emploi, de l'insertion, de l'égalité, de la formation, pour aller chercher ces publics, travailler la mixité des métiers, éviter la reproduction de stéréotypes de genre discriminants dans l'orientation du public, dans l'accompagnement ou dans le management concret auprès des entreprises. Elle relate également, enfin, la question de la mobilisation d'une clause sociale d'insertion qui tienne compte, au travers d'un critère de performance sociale, euh, du taux de féminisation des publics en insertion, sur, bien sûr, les secteurs d'activité pertinents. Et enfin, on a une dernière fiche donc, sur la question des SPASER, donc des schémas publics d'achat socialement et écologiquement responsables puisque le dispositif d'Espazer vraiment est renforcé depuis plusieurs années et on le voit a vocation à se consolider encore. Enfin, en tout cas, il concerne de plus en plus d'acheteurs publics et un certain nombre d'entre eux prennent déjà en considération l'égalité femmes-hommes dans ce cadre-là. Donc l'idée, c'était voilà, de donner à voir ces exemples, puisque les Spazers vont constituer un outil de pilotage vraiment pertinent et intéressant pour impulser la dynamique, même si, bien sûr, il n'est pas indispensable d'avoir un spazer pour se lancer sur le sujet. Ça peut néanmoins être inspirant que de voir les objectifs, les sous-objectifs et indicateurs qui ont été pris par différents acheteurs. En parallèle, on a souhaité bien sûr proposer une fiche annexe qui rassemble l'ensemble des rédactions qui sont développées dans ces fiches pratiques par les acheteurs. Donc encore merci à eux d'avoir bien voulu partager leur expérience. De manière, l'objectif, c'était de proposer des outils très concrets dont puissent se saisir d'autres acheteurs, qui puissent les reprendre ou les réadapter en fonction de leurs propres orientations. Donc, toutes ces fiches, elles sont structurées en quatre axes. Un premier objectif stratégique qui présente un petit peu l'ambition de l'outil juridique dont il est question. Toute une partie consacrée au retour d'expérience très concret des acheteurs. Une partie méthodologique qui nous semblait bien évidemment importante. Et la partie pratique donc, qui vous renvoie aux annexes et aux outils contractuels. Quelques exemples voilà, d'outils qui sont développés dans ce recueil. On a un focus méthodologique sur justement l'identification des enjeux égalité au sein d'un projet de marché. Voilà, avec l'expérience de différents acheteurs qui ont déjà investi le sujet. Euh, on a une clause incitative sur la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations, qui est d'ores et déjà mobilisée par plusieurs acheteurs, qui a une dimension, je dirais, plus pédagogique. Et qui permet un premier niveau de sensibilisation des prestataires. Premier aussi, une manière d'évaluer aussi le niveau de maturité des opérateurs économiques sur ce sujet. On peut mobiliser des clauses de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, quelle que soit finalement la nature du marché et le secteur économique impacté. Euh, on peut, sur des contrats aussi assez intéressants, on a assez d'une ampleur significative, je veux dire, on peut proposer des clauses de progrès sur la promotion de l'égalité femmes-hommes, qu'on l'adosse ou non à un critère d'attribution en parallèle sur le sujet, où en fait l'attributaire va s'engager chaque année à mettre en place certaines actions dans le cadre de l'exécution de la prestation. On a enfin un sujet sur la clause sociale d'insertion mobilisé conjointement à un critère de performance, notamment un sous-critère sur la promotion de l'emploi féminin, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc un outil qui peut être intéressant dès lors qu'il y a des secteurs en tension et un enjeu de mobilisation du public féminin.
Et on a également la question des critères d'attribution, donc là qui est lié directement à l'objet du marché, pas nécessairement à ses conditions d'exécution. Donc par exemple sur des marchés de fourniture de matériel pédagogique. Voilà, ce qui pourrait s'envisager aussi sur de la communication ou sur, voilà, sur tout autre support pertinent dès que l'objet même du marché est directement lié à un enjeu d'égalité. Et enfin, donc, différentes propositions de rédaction de Spazer avec des orientations et des objectifs un petit peu différents qui sont tous assez récents et qui donnent à voir l'engagement, voilà, de plusieurs acheteurs sur le sujet. En synthèse, sur la promotion de l'égalité femmes dans la commande publique, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est un enjeu vraiment émergent au sein de l'achat socialement responsable, mais si on a un cadre juridique qui permet d'avancer sur le sujet. C'est vraiment un levier d'innovation sociale et on le sait, les acheteurs ont une ambition forte qui a été posée par le Plan national des achats durables et par la loi climat et résilience, donc avec un enjeu de diversifier aussi les considérations sociales, les outils sociaux mobilisés. Cet axe de travail, il va nécessiter, bah, comme toute innovation, d'avoir un portage clair de la démarche pour s'assurer de sa réussite. Une approche qui sera nécessairement partenariale. Il s'agit de mobiliser un écosystème pour monter en compétences collectivement sur le sujet. À cet égard, je dirais que presque le trio entre l'acheteur, le facilitateur et les chargés de mission égalité nous semble vraiment être un axe de travail intéressant, pardon, en parallèle de la mobilisation dans un second temps, bien sûr, d'autres partenaires et de tout acteur qui, sur vos territoires, ont des compétences sur le sujet et proposent des actions. Aussi également du côté des fondations des entreprises, des organismes de formation, etc. Il y a un certain nombre d'initiatives sur les bassins d'emploi. Et bien sûr, un sujet qui nécessitera toujours de concilier droit du travail et droit de la commande publique, donc avec certaines limites à respecter qui sont euh, mentionnées dans ces fiches. En mot de conclusion, bah, peut-être voilà, vous inviter grandement à, je l'espère, aller télécharger ces fiches et prendre un moment pour les parcourir. Sachez que vous avez également un certain nombre de formations qui sont développées depuis quelque temps sur le sujet, qui s'adressent à des acteurs différents. Il y a celle, bien sûr, du Centre Hubertine Auclair, qui est destinée plus spécifiquement aux techniciens et élus en charge de l'égalité au sein des collectivités franciliennes. Une formation sur le même sujet à l'Alliance Ville Emploi qui, elle, est destinée aux facilitateurs des clauses sociales spécifiquement, et une nouvelle formation qui aura lieu à partir de 2024 de l'IGP2, donc l'Institut de formation du ministère de l'Économie et des Finances, qui traite de différents sujets sur la lutte contre les discriminations, l'exercice du devoir de vigilance, et qui aborde notamment la question de la promotion de l'égalité femmes-hommes dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Pauline. Peut-être que je peux ajouter juste un petit complément d'information sur en tout cas la formation à venir donc avec toi au Centre Hubertine Auclair. Donc c'est une formation qui est disponible pour nos membres et les personnes qui ne sont pas membres aussi du Centre Hubertine Auclair. C'est juste les tarifs qui sont différents. Les tarifs sont à 45 euros par personne par journée de formation pour les collectivités membres et 250 euros par jour de formation et par personne pour les collectivités non membres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Et merci vraiment encore une fois, Pauline, pour cette présentation. On va pouvoir passer à un petit temps d'échange de questions-réponses. Donc, j'ai noté une question pour l'instant sur le chat pendant la présentation, qui reprend d'ailleurs certains éléments qui ont en fait donné lieu à notre démarche du coup d'établir ces fiches, puisque de base on cherchait à répondre aussi à des idées reçues, comme quoi c'était compliqué d'inclure les questions égalité femmes-hommes dans la commande publique par peur de créer des marchés infructueux. Donc voilà, là la question c'était est-ce que inclure le genre de considération d'égalité femmes-hommes donc ne limiterait pas la concurrence lors de la passation. Donc notamment cette question de la peur
de rendre ce Mm. marché infructueux notamment sur des marchés de niche, ça a été repris. Je vous invite à aller voir les webinaires d'échange de pratiques précédents, parce qu'il me semble que Ambre avait déjà plus ou moins abordé cette question. Ambre, pardon, c'est ma prédécesseuse au Centre Hubertine Auclair. Donc notamment celui du 20 avril, où on discute de quelques idées reçues sur la commande publique. Et peut-être, Pauline, je te laisse réagir pour compléter davantage. Oui, oui, là-dessus, effectivement, l'idée, voilà, c'était de refléter l'état des pratiques des acheteurs pour pouvoir constituer quelque part une boîte à outils sur le sujet. Après, il ne s'agit pas non plus de mobiliser de manière automatique toutes ces considérations et tous ces outils conjointement, hein. On l'a dit, il faut être réaliste et proportionné. Euh, sur le fait que le risque d'infructuosité, je dirais, on peut le lever de différentes manières. C'est pas spécifique à l'égalité femmes-hommes. On l'a vu, les entreprises, de toute façon, ont un cadre qui fait qu'elles prennent en compte déjà ces sujets. Donc, l'enjeu, ça va être aussi de voir quel est l'état de leur pratique. Ça, c'est le sourcing, l'analyse de l'avant-projet qui va permettre de l'indiquer. On a eu vous verrez dans la première fiche, notamment l'expérience de la DO et de l'UGAP qui travaillent vraiment sur l'amont du marché, qui, dans le cadre du sourcing, des échanges préalables avec les opérateurs économiques, vont interroger sur le sujet de l'égalité. Et ce qu'il en ressort, c'est que finalement, ben, les soumissionnaires développent déjà un certain nombre d'actions. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut créer une dynamique favorable à la prise en compte de l'égalité et puis peut-être demain valoriser concrètement ces efforts qui sont faits par ces entreprises d'ores et déjà euh, pour les valoriser dans l'attribution du marché. Mais je crois que vraiment que la phase de l'analyse préalable, elle est prépondérante à cet égard-là. Merci, Pauline. Il y a une autre question. Donc, quel segment d'achat se prête le plus à l'inclusion des considérations sur l'égalité? Hmm. Alors, bonne question. Effectivement, il y a tout un nombre d'outils différents. Soit on a l'objet même du marché qui se prête à des considérations. Donc, par exemple, ça va être la ville de Paris, par exemple, développe des considérations directement liées à l'objet du marché sur les marchés de maîtrise d'œuvre, de conception de l'aménagement de l'espace public, où elle intègre une dimension de genre en termes d'occupation de l'espace public par les hommes et les femmes. Et donc, ça fait partie du cahier des charges même qui est demandé aux prestataires sur la maîtrise d'œuvre. Donc là, ça permet de mobiliser directement. C'est un cas un peu spécifique, mais on a tout de suite un critère qui est en lien directement à l'objet du marché. Le deuxième cas de figure, c'est quand la question de l'égalité est davantage prise en compte à l'égard des conditions d'exécution du marché. Et donc, à ce moment-là, elle s'adresse plus à tous les personnels qui sont affectés à la réalisation de la prestation. Donc, plutôt à des marchés qui mobilisent finalement une part de main-d'œuvre importante, donc qui mobilisent simplement des salariés. Après, ça peut être tout domaine d'activité. Les enjeux sont pas les mêmes par secteur d'activité. C'est bien pour ça qu'il faut analyser en amont. Pour vous donner peut-être un exemple peu concret, en matière de travaux, bâtiments publics, on va peut-être pas aller sur des taux de féminisation du public en insertion, parce qu'il va s'agir de trouver ces publics aussi, et donc faut être réaliste. Il y a peut-être d'autres mécanismes à actionner, mais sans que ce soit contraignant, qui se jouent en dehors du marché. Par contre, on va pouvoir peut-être s'intéresser en tant qu'acheteur à la question de la mixité réelle des conditions d'accueil de travail, puisqu'on le sait, les bases vie sur ces chantiers ne permettent rarement, malheureusement, l'accueil des candidates féminines. Donc, dès qu'il y en a, c'est quand même un obstacle considérable. Donc, à travers cet exemple, je veux illustrer que l'enjeu n'est pas le même selon le secteur d'activité. Sur un marché, par exemple, de propreté, ben, ça va peut-être être d'agir plus sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et donc éviter le travail en horaire décalé, prévoir directement dans les conditions d'exécution que la prestation est réalisée sur les horaires de bureau, parce qu'on le sait, quand vous êtes en horaire décalé, bah, c'est compliqué d'assumer, de trouver des transports, de trouver des solutions de garde d'enfants, etc., etc. Sur des métiers de prestations informatiques, on aura peut-être un enjeu plus sur la mixité des métiers. Ce sont des secteurs en tension, donc à combiner avec certains guichets clos proposent voilà en parallèle de leur marché de mobiliser l'écosystème sur le repérage des femmes sur ces métiers en tension, que ce soit informatique, industrie aussi. On a certains membres de l'Agence de l'emploi qui développent des choses là-dessus. Et donc tout l'enjeu, ça va être de faire le lien entre ces propositions et
l'outil mobilisé par l'acheteur. Donc je dirais que c'est vraiment secteur par secteur que le sujet s'analyse, mais il y a, voilà, je dirais le constat de départ est tel qu'il y aura toujours un enjeu égalité, quel que soit le secteur. Après, il s'agit de voir, d'identifier lequel, quel niveau de demande, d'exigence on met en face et sous quelle forme juridique, sous quel outil juridique. Merci Pauline. Je me permets de compléter avec un témoignage dans le chat. Donc à la métropole de Lyon, nous sommes en cours de test sur les prestations de nettoiement, d'entretien de la voirie ou du végétal. Voilà. Mm. Il y avait une autre question aussi. Donc quid des établissements publics, industriels et commerciaux? Est-ce qu'il y a des situations particulières qui les concernent? Des- alors les EPIC, ils peuvent avoir différents domaines d'activité, donc encore une fois, ma réponse va être un petit peu similaire. Non, après, de la même manière, le PNAD, la loi climat résilience, vont s'appliquer à eux. Donc, ils sont concernés globalement par la question de l'achat socialement responsable. Mais après, voilà, en termes de politique d'achat, bah, tout dépend des segments d'achat qui le mobilisent. Merci beaucoup. On a du coup encore une autre question. Est-ce qu'on a des exemples de mise en œuvre de clauses d'exclusion prévues dans la loi 2014? Alors oui, des interdictions de soumissionner. On a fait le choix sur ce recueil en fait enfin, de renvoyer vers le guide aspects sociaux. On n'en a pas traité directement, puisque peut-être certains le savent, le guide aspects sociaux de la commande publique qui a été publié par la DAJ de Bercy, voilà, j'ai eu le plaisir aussi de rédiger dans le cadre de précédentes fonctions, comporte un chapitre justement sur l'égalité femmes-hommes où la question des interdictions de soumissionner est détaillée. Donc je vous y renvoie plus directement. Ces interdictions de soumissionner, bien souvent, elles sont déjà mises en place, mises en œuvre. Pour autant, au regard des échanges qu'on a pu avoir avec les acheteurs sur le sujet, c'est vrai que l'impact en reste limité. L'impact en termes d'égalité réelle en reste assez limité. Puisque, pour rappel, les interdictions de soumissionner, ce sont donc les entreprises qui ont été condamnées pour non-respect de l'égalité professionnelle dans les négociations collectives ou pour discrimination. Mais l'acheteur voilà, après, ça prend la forme d'une déclaration sur l'honneur des soumissionnaires qui, bien sûr, engagent leur responsabilité en cas de fausse déclaration. Mais il n'y a pas réellement le contrôle, je dirais, de l'acheteur ne va pas réellement au-delà dans la mesure où il n'a pas accès au listing des entreprises condamnées, donc ça reste un impact limité. Merci Pauline. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat, à moins que j'en ai raté. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. C'est aussi possible d'échanger à l'oral. Il y avait juste, Iris, une question sur l'analyse du risque associée à Ah la oui, prise en pardon. compte de l'égalité femmes-hommes. Faut-il pas lier cela à une analyse du risque et se dire que certains secteurs ou métiers sont problématiques, entre guillemets? Le risque de contentieux, j'imagine le risque juridique. Enfin, j'imagine que c'est le Je sens laisse, de la question. la Sur, sur le, personne. Sur la question comment gérer les risques en tant qu'acheteur, d'une part, voilà, reviens au guide des AJ aspects sociaux, c'est une publication qui a été réalisée quand même, qui engage, enfin, réalisée pour les services au titre du gouvernement. C'était la première fois qu'il y avait un guide sur ce sujet-là et qui repose bien la base légale, le cadre juridique. Voilà, donc je pense que ça a vocation quand même à rassurer les acheteurs sur un certain nombre de préconisations qui ont pu être prises. On l'a vu, les textes européens sont vraiment favorables. On va pas se cacher sur un enjeu euh, plutôt d'innovation, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore énormément de jurisprudence sur le sujet. Pour autant, on a des textes qui sont assez clairs, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Il y a les grands principes fondamentaux de la commande publique qu'il faut bien évidemment respecter et mettre en œuvre. Donc pas de discrimination positive si elle n'est pas prévue par la loi. Donc on n'ira pas par exemple sur des quotas, des choses comme ça. Là, il y aurait un risque juridique non négligeable. Mais dès lors qu'on a une condition d'exécution qui comporte un enjeu égalité, effectivement, on peut y aller. Et on voit bien qu'aujourd'hui, au travers des contributeurs qui ont bien voulu, et on les en remercie encore, nous faire part de leurs expériences. Ils ont
évidemment pris en compte, analysé ce risque juridique. Ils ont considéré qu'ils pouvaient, sans difficulté trop grande, mobiliser la question et le sujet. Donc, à cet égard, voilà, je pense que dès lors qu'il y a une volonté, en tout cas clairement établie, d'aller sur ce sujet-là, la question juridique, même s'il y a certaines précautions et prudences à avoir, pour autant permet quand même tout un panel d'actions possibles à déployer. Merci. Alors, on a encore quelques questions qui sont arrivées. Donc, est-il pertinent d'utiliser l'indice EGA Pro au stade de la candidature lorsque tous les opérateurs économiques ne sont pas soumis à cette obligation? Alors, l'index, j'imagine, c'est l'index Pénicaud dont il est question, puisque en matière de commande publique, c'est vrai que certaines ont dû suivre les déclarations de la Première ministre qui s'était exprimée sur le sujet, Elisabeth Borne, et qui souhaitait qu'effectivement l'index Pénicaud soit un motif d'exclusion des candidatures dès lors qu'une certaine note n'était pas atteinte. Pour autant, cette ambition n'a pas encore été traduite dans un texte normatif. Et par ailleurs, bon, l'index ne prend pas en compte non plus tous les champs de la question de l'égalité professionnelle. Euh, et comme vous l'avez dit, il ne concerne pas forcément toutes les entreprises. En tout cas, voilà, simplement dire que il y a eu un certain nombre de déclarations. A priori, le dispositif devrait voir le jour d'ici la fin du mandat, mais je n'ai pas d'autres informations sur le sujet, si ce n'est que vous dire qu'il n'y a pas encore de texte d'application qui le permette. Merci. Encore une question. Dans quelle mesure peut-on exiger la production d'un rescrit? Alors, sur ce sujet, effectivement, il y a un principe pour les acheteurs, c'est dites-le nous une fois, dans le cadre de la simplification de la commande publique. Donc, l'acheteur ne peut pas demander de documents s'il a les moyens de l'obtenir auprès d'une autre administration. Donc, il faudrait voir, voilà, a priori, je pense que le rescrit émane si je veux pas dire de bêtises, mais je pense des DRETS. Donc je pense que l'acheteur, si c'est produit par une autre administration, est censé pouvoir le récupérer en autonomie pour ne pas trop surcharger les soumissionnaires de demandes administratives. C'est le principe en tout cas. Merci beaucoup. Il y a un petit commentaire que je me permets de lire à l'oral dans le chat. Donc, un axe d'amélioration pour les collectivités peut aussi être de mettre en place un budget genré Mm. pour activer des dépenses orientées sur la prise en compte de l'égalité femmes-hommes et favoriser une commande publique plus vertueuse. Par exemple, aménagement du territoire, éclairage public, espace public, cours d'école, etc. Sur l'établissement d'un budget sensible au genre ou d'un budget intégrant l'égalité. Le Centre Hubertine Auclair, on a produit un guide, donc je vais le mettre dans le chat, je récupère juste le lien, mais n'hésitez pas à aller le consulter car effectivement c'est un axe de travail qui est super efficace. Toujours pour les collectivités, il est toujours bon de rappeler que les considérations sur la commande publique de la collectivité doivent être incluses normalement dans le rapport annuel de situation sur l'égalité femmes-hommes qui est présenté au moment de l'établissement du budget chaque année. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous en saisir. Alors, il y a Joël qui a levé la main, donc oui, je vous en prie, allez-y. Bonjour. Pour rebondir sur ce qui a été la question qui a été posée sur l'utilisation de l'index Sega Pro, c'est quelque chose c'est une question qu'on a étudiée à la métropole de Lyon Mhm. quand on a voulu travailler sur le premier marché qui porte sur du nettoiement d'espaces publics. Et une autre limite, je souscris complètement à ce que vous avez dit, à savoir que toutes les problématiques liées à l'enjeu égalité femmes-hommes sont pas traitées dans l'index EGA Pro. Une autre difficulté, c'était que il faut les rapporter aux prestations liées à l'exécution du marché. Donc c'était un autre frein, puisque celui-ci porterait sur l'activité générale de l'entreprise. Et donc, on a testé la capacité à rapporter ces données à l'exécution du marché en se disant, ben, il y a une méthode qui existe, pourquoi pas, et l'utiliser. Et puis, on s'était dit, ben, capitalisons là-dessus. Mais c'était pas si simple pour les entreprises de pouvoir rapporter
aussi ces dimensions-là. Voilà. Et après, ce qu'on a vu également, c'était que ça pouvait ne pas être extraordinaire en termes d'impact parce que on avait des entreprises qui avaient face à nous de très bons notes sur l'index Mm. Sega Pro et pour autant, par exemple, il y avait très peu de femmes sur le terrain qui étaient mobilisées. Donc, si on en faisait aussi un enjeu de féminisation des emplois concourant à l'exécution du marché, ça ne nous permettait pas vraiment d'atteindre cet objectif. Mm. Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est un outil euh, qui, voilà, qui reste limité, en tout cas dont l'impact reste limité. C'est vrai qu'on aurait pu, au regard des déclarations de la Première ministre, envisager de prendre en compte cet index égalité dans le cadre de la phase de consultation, à la phase préalable de consultation, de soumission. Mais effectivement, je pense qu'il y a d'autres leviers qui, pour parvenir à l'objectif, me semblent plus intéressants, avec un potentiel peut-être plus important, tout en permettant, en restant accessible autant pour des TPE-PME que pour des grands groupes, notamment tout ce qui concerne les plans de progrès, qui laissent vraiment quand même une capacité de proposition, une liberté de proposition aux entreprises Oui. qui, de ce fait-là, vont pouvoir proposer des choses qui correspondent bien à leurs propres enjeux quotidiens qu'elles rencontrent et qui apparaissent tout à fait pertinents. On a eu notamment sur Bordeaux, enfin je ne veux pas pouvoir tout le citer, mais notamment sur Bordeaux qui mobilise le sujet sur des contrats de concession avec des propositions d'entreprises qui ont mis en place des luttes contre des cellules d'écoute, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, des négociations, des négo-trainings, enfin un certain nombre d'initiatives très intéressantes à pouvoir valoriser et qui vont s'adapter finalement, quelle que soit la nature du marché. Peut-être une dernière question qui est sur la prise en compte d'un sous-critère. Peut-on prévoir un sous-critère de jugement des offres lié à la promotion de l'emploi féminin dans le cadre d'un critère plus général lié à l'insertion sociale, même si pas de lien avec l'objet du marché? Alors, dans ce cas-là, en fait, effectivement, c'est l'expérience de différents acheteurs. On a bien le lien, c'est le lien à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Et le fait de compléter la phrase a toute son importance, puisque la clause sociale d'insertion, c'est une condition d'exécution. Et donc, si on mobilise un critère en termes de performance de matière d'insertion, on a bien un lien entre la condition d'exécution, le critère, et ce critère, il est susceptible de se décomposer en différents sous-critères relatifs à la qualité de l'insertion, notamment le taux de féminisation des femmes sur lequel s'engageraient les soumissionnaires. Cette expérience, c'est notamment celle de la direction des achats de l'État en lien avec l'EPEC, le guichet clos de Paris, et également celle de la métropole de Lyon en lien avec la MMIE, donc le guichet clos de la métropole, qui d'ores et déjà mobilise le sujet. Donc quand même deux acteurs de poids. Merci beaucoup. Il est 11h57. J'ai l'impression qu'on a traité l'ensemble des questions. Peut-être si une dernière personne veut intervenir, n'hésitez pas. Il nous reste peut-être à souhaiter aux participants, à les encourager à voilà, parcourir ces fiches et si peut-être s'ils souhaitent réagir a posteriori à pouvoir nous faire part de leur retour. Tout à fait. Et ben oui, bah, mais déjà merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout, d'être venus pour assister à ce webinaire, à cette présentation. On vous dit à très bientôt, puisque a priori c'est pas la dernière fois qu'on va se voir, c'est pas la fin du travail sur l'égalité femmes-hommes. On voit bien justement que c'est un début euh, qui s'inscrit dans une longue route, mais tout de même une belle avancée. Merci infiniment, Pauline, pour cette présentation, pour ta collaboration, pour ton expertise. Voilà, merci à Erika, merci à Laura, merci à Louise aussi Vidal pour le GIP Maximilien. Et puis une très très bonne journée à toutes et tous. On vous retrouve bientôt pour d'autres échanges. Et également, n'hésitez pas à aller voir les différentes formations qui ont été évoquées en fin de présentation, que ce soit pour le Centre Hubertine Leclerc, Alliance Ville Emploi. Voilà, on vous enverra encore une fois le replay du webinaire, la présentation et les liens pour télécharger les fiches.
Donc voilà, bonne fin de journée à tous et tous. Je mets fin à l'enregistrement. Merci à toutes et tous.